Aurélien et Anaïs. Je vous invite à monter sur scène. Et puis je vous laisse démarrer en mode discussion-débat. Le format est le vôtre. Les micros sont devant vous. Vous connaissez des gens de scène. C'est bon. On fait un essai. Je crois que mon micro fonctionne. Ouais, c'est bon. À vous de jouer. Eh bien, merci à tous. Merci Sergio de nous avoir proposé d'intervenir conjointement avec Anaïs. C'est 10 ans après ma rencontre avec ID Fourcart, c'est très rigolo de revenir ici et de recroiser certaines têtes que j'ai pu voir à une autre époque. Merci Anaïs d'être là. Ça va être un format un format un peu particulier parce qu'il va être il va relever de l'échange en fait. On va avancer un peu spontanément, il va y avoir un peu d'improvisation. On coupe un peu par contre. D'accord, ok, merci. Ça sera le plus spontané possible. On a un certain grand nombre de thématiques qu'on va essayer d'aborder avec vous aujourd'hui. On a 45 minutes plus 15 minutes de questions-réponses, quelque chose comme ça. Merci beaucoup Madame Fortin, et je vous confirme que certains des sujets que vous avez évoqués, nous allons pouvoir les traiter pour certains d'entre eux. Je m'appelle Aurélien Goyer et je suis ici parce que j'ai créé il y a 3 ans, bientôt 4, une newsletter et un podcast qui vise à donner une image plus accessible de l'industrie. Je ne suis pas du tout technicien, je ne suis pas scientifique, mais je suis passionné par l'industrie et j'ai créé ça pour donner un accès à des gens qui aujourd'hui ont du mal à se sentir attirés ou à s'approprier ces sujets, soit parce qu'ils n'ont pas les clés techniques, les clés de compréhension politique, etc. Je vous présenterai Anaïs un tout petit peu plus tard. Depuis que j'ai commencé à lancer cette podcast, j'ai interviewé des personnalités politiques, des personnalités du privé, des gens des syndicats, des associations. J'ai répondu à pas mal de questions, mais il y en a une qui reste constamment en suspens. À chaque fois qu'on évoque des territoires, des bassins d'emploi qui vivent bien, où le développement est positif, avance, où les choses se construisent, et souvent des territoires qu'on va prendre en exemple, il y a un fil rouge, quelque chose qui se réplique systématiquement, c'est le fait que les acteurs locaux collaborent particulièrement bien. Le problème que j'ai, c'est que sur le papier, c'est un constat qui paraît très sympathique, mais moi, j'ai toujours pas répondu à la question, mais qu'est-ce que ça veut dire bien collaborer, en fait? Qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce qui fait que dans certaines régions, un acteur bien collaborer avec un acteur Y, et en fait, c'est atrocement complexe comme sujet. Il y a l'historique, du patrimonial, de l'économique. Est-ce que c'est mieux? Bon, on va voir. Donc, je ne dis pas qu'on répondra à ces questions aujourd'hui, ce serait bien trop ambitieux, mais on va essayer d'aborder certains thèmes avec vous aujourd'hui. Donc, c'est ce dont on va parler avec Anaïs. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? Vidéo gag. En plus, c'est capté, donc elles ne sont pas terminées sur YouTube dans la rubrique bêtisier. Donc, je suis avec Anaïs pour traiter de ces sujets-là, qui a une vision assez périphérique sur pas mal de ces thèmes. Elle est docteure en géographie à l'Institut français de géopolitique. Elle est autrice d'un ouvrage qui s'appelle Vers la renaissance industrielle, co-autrice avec Olivier Lanzi, et elle est spécialiste des sujets de réindustrialisation, ainsi que directrice associée au sein du cabinet June Partners. J'ai sûrement oublié des choses, Anaïs, mais je suis sûr que tu m'en tiendras par rigueur. Absolument pas, c'était déjà bien trop long, je pense. Très bien, je t'en remercie. Donc, si je me réfère au titre de cette conférence, Industrie et territoire, une affaire d'écosystème, alors la réponse est oui. Maintenant, je propose qu'on creuse, sinon ça sera la conférence la plus courte de l'histoire des conférences. Mais la réponse est plutôt oui. Donc, déjà, je vous propose qu'on attaque par un point de sémantique. Quand on s'intéresse à l'industrie, la période des présidentielles est intéressante et parfois un peu frustrante, parce que c'est un espèce d'étalage sémantique. Il y a des moments, quand on n'est pas dedans, on comprend globalement les messages. Quand on est dedans, on se dit, mais en fait, ça veut dire quoi? Quel mot? Relocalisation, décarbonation, réindustrialisation. Et en fait, c'est des mots qui sont parfois malheureusement utilisés de façon un petit peu galvaudée dans les médias et qui biaisent un peu les messages. Donc, parmi les mots que j'ai cités précédemment, Anaïs, c'est lequel qui représente mieux pour toi l'enjeu actuel de notre industrie en France? Le mot dans la liste de mots qui te fait moins siffler les oreilles que d'autres. Que tu as donné. En fait, un peu tous et un peu aucun, parce que quand on dit relocalisation et réindustrialisation,
on voudrait faire une opposition alors que la relocalisation et les localisations d'activités sur le territoire français sont une composante de la réindustrialisation. En fait, dans la réindustrialisation, il y a à la fois le fait de redensifier le tissu productif existant, c'est-à-dire augmenter les capacités de production, par exemple, des sites industriels déjà sur le territoire. Donc ça peut être soit tu as une usine qui va fonctionner en 1,8 ou en 2,8, elle passe en 3,8, donc elle augmente sa capacité de production, soit c'est un site qui va faire une extension de site pour produire d'autres choses que ce qu'il faisait actuellement, soit en remontant la chaîne de valeur, soit en se diversifiant. Et puis tu as tout le développement de nouvelles activités industrielles sur le territoire français. Et puis enfin, il y a une toute petite part qui va être la relocalisation d'activités qui ont été au préalable délocalisées. Et derrière la relocalisation, il y a plein de mythes qui se mettent parce qu'on se dit, en fait, on va faire revenir ce qu'on a fait partir. Sauf qu'on ne fera jamais revenir exactement ce qu'on a fait partir et on n'aura pas les mêmes sites industriels, déjà parce qu'il y a eu des gains de productivité, des évolutions dans la manière de produire avec une forte automatisation, toutes les technologies qui se sont développées au cours de ces 20 dernières années à travers l'industrie 4.0, si bien que la relocalisation, c'est faire revenir des activités mais qui seront fondamentalement différentes. Et même, ça peut passer par un design de site différent, etc. Et il y a une autre chose dans ce que tu disais, la décarbonation, c'est une des contraintes avec lesquelles doivent jouer les industriels, mais qui est une contrainte pas suffisante. C'est-à-dire qu'il faut le dire très clairement, c'est pas parce qu'on décarbone l'économie qu'on résout l'ensemble des problèmes environnementaux. C'est-à-dire que la question environnementale, elle est beaucoup plus large et beaucoup plus complexe, à la fois avec des questions de biodiversité, c'est-à-dire comment on préserve la biodiversité en réindustrialisant et dans notre dynamisme économique actuel. C'est des questions de raréfication des ressources en eau et en eau potable qui, en fait, sont obligées d'être intégrées dès maintenant quand on repense nos schémas de développement industriel. Parce que quand on dit, tiens, on va avoir des chaînes de valeur le plus possible intégrées sur le territoire français, donc on va plutôt choisir des matières premières qu'on peut faire sur le développement en France. Donc tu vas penser par exemple au lin ou à d'autres matières qui peuvent servir et dans le textile, mais dans d'autres applications industrielles, notamment dans l'automobile, sur des panneaux de port de véhicules, etc. Sauf que ça peut être des matières qui vont être consommatrices en eau. Donc si j'ai une réduction à l'avenir de mes ressources en eau, eh bien, potentiellement, ma bonne idée à l'instant T n'est pas une bonne idée dans les 40 ans à venir. Donc, par exemple, on veut développer la production de coton en France. Ça va être toute une réflexion aussi sur la matière autour des émissions des matières. C'est-à-dire le plastique, aujourd'hui, massivement à usage unique, dérivé du pétrole. Quand on dit on veut sortir de la dépendance au pétrole, qu'est-ce que ça veut dire en termes industriels ? 70% des matières textiles sont des dérivés du pétrole. Et en fait, on les a parce que quand on produit nos carburants, on a quelques dérivés qui nous permettent de faire des vêtements et bien d'autres choses dans la chimie. Et ça, c'est des questions qu'aujourd'hui, on ne se pose pas. Quand on discute avec quelqu'un, on va nous parler de décarbonation. Si on lui dit la décarbonation, c'est bien, c'est pas ça qui rendra la planète plus vivable, c'est pas uniquement ça qui rendra la planète plus vivable en 2050, on répond sur la décarbonation. Et enfin, il y a une question qui se pose et qui peut être antinomique avec tous ces sujets d'environnement, etc., c'est la souveraineté. C'est qu'est-ce qu'être souverain dans un contexte de mondialisation très avancée. C'est jusqu'où on se pose les questions dans la maîtrise des chaînes de valeur. Et jusqu'où on se pose les questions, ça peut induire des questions qui vont être, en termes d'acceptabilité sociale, extrêmement violentes. C'est-à-dire, est-ce qu'on est prêt en France pour assurer une souveraineté ? Alors peut-être juste une définition de la souveraineté, elle a été dite par Louis Le Fur, qui est un grand juriste, comme la qualité d'un État de n'être obligé ou déterminé que par sa propre volonté, en ajoutant dans les limites des principes supérieurs du droit. Et c'est la question de est-ce qu'on veut maîtriser les matières premières critiques en France ? Est-ce qu'on est prêt à poser la question d'ouvrir des mines sur le territoire français ? Et ça choque, mais réindustrialiser, c'est question de souveraineté, mais c'est aussi renouer avec notre responsabilité environnementale. On a un reportage assez récent là-dessus qui montrait la réalité d'une ferme historique au Portugal avec des usines de lithium. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on est prêt à assumer le fait que si on doit réouvrir des mines de lithium, il va y avoir un impact qui va être beaucoup plus large sur le territoire, sur les gens ? C'est des choses qu'il faut discuter. Du coup, si je comprends ta réponse, si je l'analyse,
Bon, le mot réindustrialisation, c'est quand même celui avec lequel tu sembles être le plus familier, dans le sens où il est quand même porteur d'un mouvement un peu plus systémique que de se dire on va faire revenir les usines en France, qui de part, si elles reviennent, on ne ferait pas gagner tant d'emplois que ça, puisque ça serait sous forme d'usines très robotisées, par exemple. En fait, je suis en train de devenir comme les conférenciers professionnels, c'est-à-dire que je réponds à tout sauf la question qu'on m'a posée, qui était très simple. Ça nous fait un point commun. Monopoliser 15 minutes la parole pour ne pas répondre à la question, c'est quand même très fort. Non, en fait, il y a un mot moi, que je préfère, c'est renaissance industrielle. Parce qu'il y a aussi l'idée de retravailler un peu ce qu'évoque l'industrie dans nos imaginaires. Merci Anaïs. De manière plus ou moins contextuelle, je voudrais partager une citation. C'est un tweet de Bruno Grandjean, que vous connaissez peut-être ici et que je salue. Je vous le lis, ça date d'hier. « Cette drôle d'idée, mélange de condescendance et de déconnexion, que le chômage des non-qualifiés pourrait se résoudre en réindustrialisant le pays. L'industrie que nous devons développer en France, ce sont des emplois qualifiés, des emplois nobles, pas des usines tournevis. » Et je ne vais pas me prononcer, mais je vais te demander de commenter. En fait, il y a un grand débat parce que j'ai quelques bons copains qui sont dans des syndicats. Et moi, je dis, l'enjeu numéro 1, c'est pas tant l'emploi que de créer de la valeur. Parce que si on crée de la valeur sur le territoire national, on saura la répartir. On saura la répartir parce qu'on pourra réouvrir des débats qui fâchent sur le revenu universel, le revenu de base. On pourra élargir le champ des possibles. Et pour ça, il faut créer de la valeur. Et après, il y a une réalité, c'est-à-dire qu'il y a une méconnaissance de l'industrie. C'est-à-dire qu'on se dit, en fait, les gens qui travaillent dans l'industrie, c'est les gens qu'on ne sait pas embaucher ailleurs, etc. Et ça, c'est je casse tout le matériel. Je comprends pourquoi ça ne marche pas. Ça n'a jamais été la réalité, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu une diversité de métiers dans l'industrie. La deuxième chose, c'est qu'avec les phénomènes d'automatisation de plus en plus poussés, en fait, on cherche d'abord à robotiser les tâches à faible valeur ajoutée. Et donc, finalement, on va être vers des profils de plus en plus qualifiés, de techniciens ou d'ingénieurs, avec des nouveaux métiers qui vont rentrer dans l'industrie, et que par ailleurs, ce que dans l'inconscient collectif, on a tendance à vulgariser, c'est-à-dire à voir comme, pas vulgariser, mais à voir comme des métiers finalement peu nobles, ce sont tous les métiers manuels, tous les métiers liés à la main, mais qui, en fait, demandent parfois, si ce n'est pas de nombreuses années d'études, c'est de nombreuses années d'expérience professionnelle. C'est-à-dire que pour maîtriser à la perfection certains gestes dans l'industrie, il y a des années de formation et d'acquisition de savoir-faire. Et donc, c'est un peu réducteur de se dire on va mettre des usines et puis tous les gens qui n'ont pas d'emploi aujourd'hui en France vont trouver une place dans ces usines. Et fondamentalement, c'est faux. Et il faut casser ça. Et ça pose peut-être aussi des problèmes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait pour les personnes qui ont une faible qualification ? Comment est-ce qu'on crée des emplois aussi pour ces gens-là, ou comment est-ce qu'on les amène à avoir les qualifications pour les emplois qu'on va créer dans l'industrie ? Je te propose, Anaïs, qu'on rentre dans le sujet du dynamisme économique local. Et on va prendre pour ça un exemple, sans vouloir se référer à tout prix sur ce qui se fait ailleurs. En Italie, 90% de ce qu'on appelle les districts industriels italiens sont dédiés au Made in Italy. Et ce qui est intéressant, c'est que ces activités-là génèrent 80% de l'excédent commercial du pays. Alors l'idée de la réplicabilité en France est peut-être un peu simpliste, mais est-ce qu'il y a quelque chose dont on doit s'inspirer davantage ? Et pour l'anecdote, 63% des fonds extérieurs qui investissent dans ces districts italiens sont français et 44% allemands. Donc est-ce qu'on peut parler d'un modèle inspirant ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer en France ? Qu'est-ce que ça t'évoque ? Alors moi, je trouve que l'Italie, c'est toujours un bon exemple, mais certains diront que c'est parce que je viens caricaturalement plutôt du sud de la France, donc c'est plus culturellement, je tendrais plus vers l'Italie. Mais je trouve que l'Italie, c'est un peu le contre-exemple à l'Allemagne. C'est-à-dire on invoque toujours dans les débats l'Allemagne, prenons exemple sur l'Allemagne et son Mittelstand, l'Allemagne et ses ETI, etc. Et on oublie de regarder d'autres modèles industriels qui existent, qui vont plutôt être constitués d'un tissu de PME. Alors l'Italie, c'est toujours un bon exemple, c'est à la fois la division des tâches entre ces entreprises, c'est-à-dire que quand on regarde ces districts industriels, ils sont spécialisés sur le district dans les poteries, district dans la mécanique, etc. Et chaque entreprise est finalement spécialisée dans un
point de la chaîne de valeur. C'est très lié aussi aux familles. Oui. Il y a une histoire Oui. de famille aussi qui sont au cœur de ces créations. Alors, c'est une très très longue culture industrielle. Ça s'est pas créé. C'est des choses qui sont faites sur le temps long, qui se sont industrialisées. Finalement, ce sont des activités artisanales qui, pour certaines, se sont industrialisées. Pour toutes, il y a une forte capacité à collaborer entre ces entreprises et donc à aussi aller attaquer des marchés internationaux. Il y a aussi une face noire dans les districts dont on parle un peu moins, c'est travail clandestin, cette très forte présence de la diaspora chinoise dans du travail clandestin et qui sont utilisés aujourd'hui par des grands noms de la couture française ou italienne, mais qui permettent d'abaisser les prix. Donc c'est la face noire de ces districts, mais en tout cas, il y a capacité de collaboration, forte mobilité des salariés entre les entreprises, forte spécialisation des entreprises. On a essayé de le reproduire en France. Et en France, on a une structure industrielle qui est très différente, avec une politique industrielle, notamment à la fin des années, la fin de la Seconde Guerre mondiale, très différente. On a misé sur les filières, avec des têtes de pont de filières qui étaient nos grands groupes, et en fait qui étaient chargés, dans une vision verticale, de tirer l'ensemble de la filière. L'Italie a un développement industriel différent, et donc nos grands groupes se sont finalement internationalisés très fortement, beaucoup plus fortement en termes de structure du capital que ce qu'on peut voir en Italie ou ailleurs, avec un plus faible patriotisme économique même que les entreprises, on en reparlera, que les entreprises allemandes, et l'ont fait aussi au détriment de leur tissu industriel. Et en France, en voyant que le système italien fonctionnait bien, on a essayé de le reproduire avec les systèmes productifs locaux, qui a été un programme dans les années 90, il me semble, qui n'ont pas été une réussite parce que ce qu'on ne veut pas comprendre, ce qui peut être difficile à comprendre, sûrement quand on est un acteur public, c'est que ces histoires industrielles, que ce soit l'Italie, l'Allemagne, elles se sont faites sur le temps long. Elles sont faites liées aussi à des cultures administratives qui sont différentes, avec une construction, une histoire d'unification du pays qui s'est faite de manière différente. Et donc, on ne peut pas les reproduire. On peut s'intéresser aux mécanismes de réussite pour voir comment, à partir de notre histoire, de nos points forts et de notre culture, on peut essayer de créer cet essaimage, recréer ces écosystèmes, refaire collaborer ensemble des gens. Mais quand vous êtes dans un pays où une culture ultra centralisatrice comme la nôtre, où les grands donneurs d'ordre finalement sont plutôt dans un phénomène de prédation parfois à l'égard de leur écosystème, c'est très dur justement d'aller vers cette culture de reconstruction des écosystèmes. Et si on ne comprend pas nos défauts et pourquoi on n'y arrive pas, alors en fait on va recréer des politiques publiques mais qui n'auront pas d'effet d'entraînement, sauf dans les écosystèmes préalablement existés sur lesquels on vient pluguer finalement une politique publique, comme ça peut être le cas des pôles de compétitivité. Un des meilleurs pôles de compétitivité, c'est la Cosmétique Valley, qui a préexisté, qui n'a pas eu besoin de la politique de cluster, des pôles de compétitivité ou autres pour exister. Merci beaucoup. C'est passionnant, naturellement. Pour continuer sur le sujet de l'industrie, ce qu'on voit, c'est que les 25 zones d'emploi qui ont enregistré une progression en termes d'emploi industriel, depuis qu'on crée plus d'emplois dans l'industrie qu'on en détruit, c'est principalement centralisé sur la partie ouest de la France. Il y a un point commun entre toutes ces zones, c'est la diversification de leurs activités industrielles. Alors, est-ce que c'est un hasard? Bon, difficile à croire, mais est-ce que c'est ça, en fait, l'apanage de la néo-industrialisation à la française? J'ai un peu étudié ce sujet quand j'avais écrit ma thèse. Je ne suis pas la meilleure. Je pense que je préfère un renvoi vers certains travaux et études pour ceux qui veulent le creuser, de toutes les notes qui sont faites par la Fabrique de l'Industrie et l'Observatoire des territoires d'industrie, où il y a vraiment des choses très complexes. Moi, ce que j'avais essayé de construire dans ma thèse, c'était une sorte de matrice pour évaluer la résilience, même si ce n'est pas un mot que j'aime beaucoup, la résilience d'un territoire ou d'une entreprise. En fait, tu vois dans les cas que j'ai pu étudier, c'est que ce soit une entreprise ou un territoire, plus tu es monospécialisation, plus tu vas être dépendant de la trajectoire de la filière dans laquelle tu t'es spécialisé. Donc, si tu te spécialises dans l'automobile ou l'aéronautique, tu vas être très dépendant des fluctuations de ce secteur. Et c'est comme ça que des entreprises se sont retrouvées sur les rotules ou que des secteurs ont été des territoires ont été fortement désindustrialisés. Et à contrario, plus tu as une diversité dans tes spécialisations, plus la probabilité qu'il y ait un choc sur tes différentes filières, en tout cas sur tes différents secteurs de spécialisation en même temps,
est faible. Donc en réalité, ça dit, si une entreprise commence à être un peu affaiblie, il y a d'autres entreprises qui normalement vont continuer à se développer et donc vont permettre d'absorber ce choc. Il y a des territoires en général, quand il y a une monospécialisation, s'il y a un choc, ils rentrent potentiellement en crise. Et c'est ce qui crée un risque, par exemple, sur tout le sud-ouest, avec cette dépendance à l'aéronautique. Sur un sujet légèrement connexe, quand on regarde les travaux de la Fabrique de l'Industrie, on se rend compte que les activités innovantes, vraiment plutôt liées à des hautes technologies, sont souvent concentrées autour des métropoles et vont entraîner avec elles les territoires limitrophes. Et en parallèle, quand on regarde la part des emplois industriels dans les zones à dominante rurale, en fait, on a l'impression que si on challenge ces chiffres, ou même si on les analyse, on a l'impression d'avoir une rupture entre des régions qui manufacturent et des villes qui innovent. Est-ce que c'est un paradigme qu'il faut challenger? Est-ce que c'est un paradigme, est-ce que c'est un constat qui est biaisé? Ou est-ce que c'est un peu le cas encore aujourd'hui? Et dans la tête des gens et dans les faits. Alors, il faut regarder si la haute technologie, en fait, c'est en général tout ce qui va être secteur dit de haute technologie, donc l'aviation, l'aéronautique, etc. Donc, tu as déjà des phénomènes de spécialisation territoriale, spécialisation territoriale. Et l'autre chose, c'est que assez naturellement, tout ce qui va être centre de recherche et d'innovation, les entreprises vont plutôt les positionner à proximité des grandes villes, puisqu'il y a une disponibilité des compétences nécessaires. J'ai un exemple d'un client qui était à Besançon, qui voulait développer un centre de R&D. Son siège était à Paris. Il voulait développer son centre de R&D à côté de son site de fabrication à Besançon. Et il avait beaucoup de mal à le faire parce qu'il ne trouvait pas les compétences, notamment en ingénierie, nécessaires. Et il se trouvait qu'à Paris, même s'il y avait un coût à la fois foncier, parce que lui, ça demandait une extension de ses bureaux, et des salaires qui sont globalement un petit peu plus élevés, ça ne le dérangeait pas parce qu'il était sûr de trouver les gens dont il avait besoin pour développer son activité de recherche. Ensuite, il faut regarder ce qu'on différencie entre la technologie, donc qui va être plutôt de nature des activités, de l'effort de recherche et de développement et d'innovation, le fait que l'innovation, elle peut prendre différentes formes. Il y a ce qu'on va lire à travers la R&D et puis ce qui ne va pas se traduire en investissement en tant que tel dans la R&D, mais qui peut être une innovation sur les procédés, sur le marketing et d'autres choses. Et donc là, il y a des effets aussi en fonction de la taille des entreprises qu'on va pouvoir voir. Mais il y a de toute manière, en dehors du fait d'être secteur de haute technologie ou pas, parce que les secteurs de haute technologie sont aussi en général ceux qui investissent plus dans l'innovation, il y a un déficit d'investissement des entreprises françaises dans l'innovation. Ça se lit premièrement dans les chiffres de la R&D, qui sont pas... On a 2,2% points de PIB en termes d'investissement dans la R&D. L'objectif de l'Europe, c'était 3% de points de PIB. Les grandes nations industrielles sont aujourd'hui au-delà des 3% de points de PIB. Donc il y a un retard de la France qui se traduit de fait aussi dans les autres types d'innovations qu'on peut avoir. Ok. Ça nous amène en fait aussi au sujet du travail et au sujet des compétences et des ressources en région. On a évoqué ce matin ensemble le sujet de l'organisation du travail. En fait, il y a aussi une affaire de flexibilité, repenser la flexibilité des modes de travail dans l'industrie. Aujourd'hui, on a tous beaucoup parlé de flexibilité du travail. Et je pense qu'on fait l'erreur de résumer home office au sujet, enfin, résumer la flexibilité du travail au home office. Mais si on fait ça, par essence, on exclut les gens de l'industrie. Il y a une rupture supplémentaire parce que quand on est ouvrier, il n'y a pas de... Donc, est-ce que, on en parlait assez informellement, mais c'est intéressant qu'on l'aborde ici, est-ce qu'il faut repenser l'organisation du travail dans les usines pour, d'une part, attirer les gens, aussi dans des zones un peu plus reculées, à faible intensité? Qu'est-ce que... En fait, il y a différentes questions dans cette question. Il y a faire du télétravail, c'est beaucoup plus compliqué dans une usine qu'ailleurs. Alors plus compliqué, non, parce que les cadres peuvent être mis en télétravail, sauf que ça crée une rupture d'égalité entre les salariés. C'est-à-dire quelqu'un qui est sur du travail posté en production ne peut pas avoir du télétravail comme un cadre commercial, par exemple. Donc ça veut dire qu'on va avoir des gens qui sont dans une même entreprise et qui vont avoir une expérimentation
et une représentation du travail qui va pas être la même, et finalement qui crée une injustice. Donc c'est très difficile d'allier les deux dans l'industrie. Donc il y a besoin, à mon avis, il n'y a pas de réponse uniforme. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a des aspirations et des attentes un peu différentes à l'égard du travail, à l'égard de ce mode d'organisation. Il y a des gens comme moi qui sont des obsédés du télétravail, qui trouvent ça tellement bien de ne pas aller dans les bureaux. C'est dommage qu'il y ait une captation. Mais il y a des gens qui ont besoin d'aller au bureau tous les jours parce qu'ils voient des gens, parce que c'est le cadre qui leur convient. Donc il y a comment est-ce qu'on intègre dans l'industrie ces nouvelles aspirations? Comment est-ce que l'industrie peut peut-être aller vers d'autres schémas pour libérer du temps? C'est-à-dire se dire, est-ce qu'il faut que les gens travaillent moins? Est-ce qu'il faut arriver à libérer par exemple une demi-journée ou une journée en revoyant l'organisation du travail? Donc ça, c'est des choses qui doivent se co-construire à l'échelle d'une usine, c'est-à-dire la discussion entre les salariés sur le modèle qu'ils choisissent. Et après, il y a l'organisation du travail dans l'usine, c'est-à-dire comment est-ce que je repense cette organisation vers du travail, organisation en îlot, qui est quelque chose maintenant qui devient quand même assez générique, qui est une plus grande autonomisation des équipes, sans rentrer dans des caricatures. Et je pense que les meilleures solutions, elles viendront jamais de la bouche de chercheurs comme moi, même si chercheurs consultants, même si on voit plein de choses, elles viennent aussi du dialogue au sein de l'entreprise, c'est-à-dire de se dire qu'est-ce que nous, ensemble, et la voix de tout le monde, c'est-à-dire c'est la voix du dernier entré dans l'entreprise comme celle du plus ancien, de celui qui n'a pas de diplôme comme du directeur général, c'est qu'est-ce qu'ensemble, en fonction des buts de l'entreprise, ils ont envie de construire en termes d'organisation du travail. Et à mon avis, il y a le champ des possibles et la limite qu'on se met en termes d'imagination. Et puis le fait qu'à un moment, et ça va être mon instant désagréable gauchiste peut-être, c'est aussi un moment, les dirigeants d'entreprise qui sont capables de casser les schémas classiques et de sortir des discours classiques, même si j'entends qu'il y a plein de problématiques dans l'industrie, de compétitivité, etc. Et en ce moment, on les voit au quotidien avec toutes les contraintes qu'il y a d'approvisionnement. Est-ce qu'on est capable de sortir de ces schémas? Est-ce qu'on est capable de se dire, OK, il y a ces sujets de compétitivité, mais aussi, on a besoin d'intégrer dans l'industrie, et donc on a besoin de la réinventer et de la rendre d'une certaine manière un peu sexy. On a beaucoup travaillé ensemble sur les sujets de l'imaginaire de l'industrie, et ce qu'on en a tiré comme conclusion, c'est que l'industrie, elle devenait pas cool, notamment pour l'objet, elle l'était ou elle n'était pas, et qu'en fait, c'est en travaillant sur des nouvelles solutions, sur une nouvelle excellence, qu'on attirera de manière assez naturelle les plus jeunes profils. Donc ce sujet de l'imaginaire, il est vraiment très présent. Je voudrais qu'on revienne rapidement sur quelque chose que tu as évoqué tout à l'heure, c'est la structure de l'actionnariat en France et la façon dont les industriels peuvent être engagés sur les territoires. Et je vais vous citer une petite histoire que vous connaissez sûrement sur l'engagement social et culturel des acteurs industriels. Si on prend le club de Sochaux, par exemple, le club de foot de Sochaux, on sait qu'il avait été créé par deux cadres de l'usine au sein même du parc industriel de PSA. D'ailleurs, on appelait les joueurs les lionceaux en référence au logo de la marque. Jusqu'en 90, un cadre de chez PSA ne ratait pas un match de l'équipe de Sochaux. Et en fait, pour vous donner l'écart et cette espèce de symptôme, en 2016, la responsable des partenariats, qui s'appelle Isabelle Salas-Mendez, dira: le football est un sport qui ne va pas avec nos valeurs, il véhicule des valeurs populaires, et nous, on essaie de monter en gamme. Nous avons décidé de tout concentrer sur le tennis français, le sport qui va mieux avec nos valeurs de mixité et de développement à l'international. Et ma question, Anaïs, c'est qu'est-ce que ça veut dire? C'est le symptôme de quelque chose? Est-ce que c'est un actionnariat qui s'internationalise et qui du coup se sent moins attaché à son territoire? Est-ce que tu as parlé de l'internationalisation des dirigeants? Qu'est-ce que ça t'évoque, cette espèce de désengagement local? Je ne sais pas comment on peut l'appeler. Alors je pense que c'est déjà lié à la désindustrialisation. Enfin, il y a des choses, bon, moi je ne l'ai malheureusement pas vécu. Peut-être que des gens dans la salle l'ont vécu, mais l'industrie dans les années 60, 70, voire début des années 80, c'était quelque chose pour ces villes. On avait des usines qui pouvaient avoir 10 000, 15 000 salariés. C'est-à-dire que ce sont des villes qui se sont développées avec l'industrie. En fait, l'industrie a favorisé leur essor et l'industrie a aussi créé leur malheur. Et tu as plein de villes comme ça qui sont liées à Clermont-Ferrand, Michelin, Sochaux, toutes les aciéries dans la vallée, la vallée des Anges, voilà, Florange, Gandrange,
etc., où l'industrie était vraiment, la ville s'est construite autour de l'industrie, il y avait toute une imprégnation de l'industrie dans ces territoires. Et donc, à partir de là, il y a tout eu un développement d'un rôle social de l'entreprise, plein d'activités qui se sont développées autour de l'entreprise, mais parce que l'entreprise tenait le territoire. Et à mesure que l'industrie, finalement, a pesé de moins en moins lourd dans ces villes, il y a d'autres activités qui se sont développées. Finalement, il y a soit d'autres entreprises qui sont venues jouer ce rôle, parce que je parlais dans le train de la Ligue 1 Conforama, donc c'est pas la Ligue 1 ArcelorMittal, hein, c'est la Ligue 1 Conforama. Donc il y a d'autres entreprises qui peuvent jouer ce rôle-là avec d'autres codes culturels. Et puis il y a d'autres. D'ailleurs, Ligue 1, c'est Uber Eats maintenant, pour info. Oh mon Dieu. Voilà, donc on est dans la même lignée. C'est le diable, Uber Eats. Il y a non, parce qu'on dit l'industrie, enfin, c'est quand même l'esclavage moderne pour assouvir nos besoins de consommation. Ça, mais ça, c'est un autre débat. Du replay, Anaïs. Ok, super. Non, mais parce que voilà, tu as d'autres acteurs qui sont venus jouer ce rôle, tu as des associations d'autres associations qui sont développées. Donc, c'est lié à la fois à la désindustrialisation, et puis après, il y a une autre chose qui est une réalité, c'est en 2016, 45% du capital des entreprises du CAC 40 étaient détenus par des non-résidents, donc des gens qui ne sont pas français. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu plus haut. Donc, tu as une internationalisation des grands groupes, avec des comités de direction qui sont eux aussi très internationalisés et donc qui ont un désintérêt finalement pour le territoire. C'est-à-dire, il n'y a pas forcément d'attachement, sauf certains cas. L'attachement au territoire est beaucoup moins important. Et puis ça se traduit aussi par des PDG qui vont vivre à l'étranger. Donc tu as une vraie coupure avec le territoire national que tu n'as pas avec les PME ou les ETI qui restent beaucoup plus ancrés dans le territoire et qui peuvent, pour certaines, financer des clubs de foot locaux, des activités locales. Donc elles ont pris ce relais. Mais c'était je pense qu'on ne peut pas comparer ce qu'étaient les entreprises de la famille Wendel dans la vallée des Anges à ce qu'est aujourd'hui ArcelorMittal, soit à Dunkerque, soit dans l'Est. Pour avancer, parce que le temps est passé vite, je vais finir par une question, puis après on essaiera de formaliser rapidement une espèce d'appel à l'action, parce qu'on a décrit pas mal de phénomènes. On peut essayer un petit peu de lister des pistes quelque part. Sur France 2030, il n'y a pas de volet de territoire. Est-ce qu'on peut en parler? Qu'est-ce que ça évoque? Est-ce qu'on est vraiment sur... donc on est plutôt dans quelque chose qui relève de l'appel à projet vertical, en fait, finalement. Tu vois une explication à ça? Est-ce qu'on est là vraiment dans le paroxysme de la centralisation Est-ce que tu as une opinion là-dessus? Alors, c'était pas que France 2030, parce que déjà, le plan de relance n'avait pas de volets territoriaux. Donc c'était et c'est là ce qu'on est en train de faire, c'est lancer une multitude d'appels à manifestation d'intérêt avec finalement presque plus d'AMI que d'entreprises pouvant y répondre, parce que ce sont aussi des projets, les réponses peuvent être assez complexes et donc pas forcément accessibles à toutes les entreprises, qui sont aussi prises par des contraintes du quotidien, etc., qui n'ont pas le temps d'y répondre. Et le gros défaut de France 2030, parce que finalement, est-ce que ça doit être territorialisé, pas territorialisé? On peut dire que ça peut être une opinion, on décide de rester dans une culture très centralisée et on ne fait pas de décentralisation. C'est une chose, c'est quel est le récit qu'on veut écrire avec France 2030? C'est ça qui n'est pas clair. C'est-à-dire France 2030, vous avez l'axe 1 qui est à peu près détaillé sur l'hydrogène, et puis plus ça va, plus on finit par prendre toute notre place dans la conquête spatiale ou dans l'exploration des fonds marins. Ok les gars, mais ça veut dire quoi? Tu vois, c'est qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'est-ce que collectivement, en tant que nation, en tant que Français, on a envie de construire? Où est-ce qu'on a envie d'aller? Et donc France 2030, c'est la traduction finalement de mesures techniques, mais pas de vision politique. Et c'est ce qui était ressorti de beaucoup des programmes à la présidentielle, puisque tu en parlais en introduction, c'est quelle est votre vision du monde? Quelle société on construit? Le politique, il n'est pas là pour faire des mesures techniques. Il est là pour donner une vision, une inspiration qu'on a envie de suivre. Un projet en fait, qui nous transcende et qui va nous réunir. Les mesures techniques, on saura les faire après. Par contre, quelque chose qui nous donne envie de nous lever tous les matins en nous disant « Ouais, on est fiers du projet de société, parce que c'est quelque chose qui nous rassemble, c'est des valeurs dans lesquelles on se retrouve. » Eh bien, les seuls qu'on a aujourd'hui sont des projets qui excluent une partie de la population.
plutôt que de partir parce que le temps va nous rattraper sur un listing d'appel à l'action, on pourrait terminer sur le sujet du leadership local, en fait, si c'est OK pour vous tous. On parle aussi ici d'éléments humains non matériels. Ce qu'on constate, c'est que le pouvoir de leadership dans les régions, dans les départements, dans les villes est extrêmement puissant, extrêmement moteur. Et en fait, je pense que l'industrie a aussi besoin de leaders qui sont en mission. Il y a d'autres régions dont je ne connais pas suffisamment bien la région. Je ne vais pas me lancer, Madame Fortin, pour ne pas dire de bêtises, mais quand on prend Jean-François Chanu, le patron de Ratier-Figeac, ou Sébastien Martin, qui est le président de la communauté d'agglomération de Châlons, en fait, c'est des gens qui se lèvent le matin dans l'optique de mettre en mouvement un territoire, et c'est des gens qui se mettent en fait au service d'un projet de territoire, et on voit que c'est des choses qui sont habitées par ces gens-là. Il y a certainement plein de ces gens-là dans toutes les régions, mais voilà, c'était une petite conclusion d'encouragement et de constat difficile à contredire que ce qui se passe dans les régions est quelque chose qui est extrêmement puissant, qu'il faut alimenter, et on compte justement sur les prochaines 5 années pour faciliter le travail. On peut peut-être passer aux questions-réponses. Sergio, qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je voudrais déjà les applaudir parce que l'exercice était un peu innovant pour eux. Donc, je pense que... Mais j'ai le sentiment que vous l'avez fait avec un certain plaisir, donc qui s'est un peu retrouvé sur le côté auditoire. On peut prendre 2-3 questions, parce que le temps avance. Il y a des sujets qui ont été effleurés que vous aimeriez creuser à travers une question ou deux. C'est toujours la première qui est longue à poser. Oui, je vous en prie. J'arrive. Question courte. Bonjour. Merci déjà pour votre présentation. Du coup, ma question portait un petit peu, vous avez parlé du revenu universel, et quel serait son impact, selon vous, sur l'industrie, les territoires, et également l'organisation du travail? Bon, c'est pas une question courte, mais... La question est courte. La réponse, à mon avis, est chaude, mais... La question est courte, en effet, mais la réponse mériterait, je pense, plusieurs thèses. Très honnêtement, j'ai aujourd'hui, moi, pas assez creusé le sujet pour vous donner une réponse qui serait satisfaisante et qui ne serait pas une sorte de bullshit pour vous faire croire que j'arrive à retomber sur mes pieds comme je pourrais très bien le faire. Je pense que il y a des travaux qui ont été faits sur le revenu universel. Assez peu, en fait, la réflexion sur le revenu universel, alors qui a différents noms. Je parle du revenu universel, d'autres du revenu de base, du revenu d'existence, etc., avec des subtilités différentes à chaque fois. Ce qui est dommage, c'est que c'est une question qui a été posée dans le débat de la présidentielle de 2017, qui a été assez vite retirée du débat, et du coup, ça a interdit le débat, et donc je pense que c'est aussi le moment de le remettre un peu sur la table. Donc je le pose plus comme un élément de réflexion que comme une réponse assurée dessus sur l'impact que ça aurait sur... voilà. Je suis désolée. Merci beaucoup de ne pas faire la conférencière professionnelle. Expression que tu as utilisée. D'autres questions, d'autres remarques? On est tout bon? Merci beaucoup encore une fois à vous deux. Merci à vous, merci à tous pour votre écoute. Voilà. Merci Sergio. Merci. Et les prochaines conférences sont dans les différentes salles et expositions. Merci.